président turc Recep Tayyip Erdogan a rencontré le dirigeant du gouvernement libyen d'union nationale Fayez al-Sarraj. C'était à la suite de la signature à Istanbul d'un accord de coopération militaire et sécuritaire. En Mauritanie, le président tchèque El Ghazouani a promis des budgets supplémentaires pour lutter contre la pauvreté et une aide juridique gratuite pour les plus démunis. C'était à l'occasion de la fête nationale du pays. Et puis au Bénin, le gouvernement a ordonné à l'ambassadeur et chef de la délégation de l'Union européenne, Olivier Net, de quitter le territoire béninois. Il est accusé d'activités subversives et d'ingérence dans les affaires internes. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a rencontré le dirigeant du gouvernement libyen d'union nationale Fayez al-Sarraj. C'était à la suite de la signature mercredi à Istanbul d'un accord de coopération militaire et sécuritaire qui vise à renforcer les liens entre les deux armées dans le conflit qui oppose le gouvernement libyen d'union nationale aux forces du maréchal Khalifa Haftar. Les images. Le gouvernement libyen d'union nationale a signé un nouvel accord militaire avec la Turquie, son principal soutien dans le conflit qui l'oppose à l'homme fort de l'Est libyen, le maréchal Khalifa Haftar. L'accord de coopération militaire et sécuritaire a été signé mercredi lors d'une rencontre à Istanbul entre le président turc Recep Tayyip Erdogan et le chef du GNA, Fayez al-Sarraj. Le nouvel accord renforcera les liens entre les armées des deux pays. La signature de cet accord survient en dépit d'un appel lancé en octobre par la Ligue arabe à ses membres de ne plus coopérer avec Ankara et de réduire leur représentation diplomatique en Turquie à la suite de l'offensive militaire lancée par cette dernière contre les forces kurdes en Syrie. Fayez al-Sarraj est notamment soutenu par la Turquie et le Qatar, et l'Italie, l'ancienne puissance coloniale en Libye, semble également en sa faveur. Son rival Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est libyen, dont les forces ont lancé en avril une offensive contre la capitale Tripoli, bénéficie de son côté du soutien de l'Égypte et des Émirats arabes unis et d'un appui au moins politique, notamment des États-Unis et de la Russie. En Mauritanie, le président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a promis des budgets supplémentaires pour lutter contre la pauvreté et une aide juridique gratuite pour les plus démunis. C'était à l'occasion de la première fête nationale depuis son investiture au mois d'août dernier. Les détails. Des budgets supplémentaires pour lutter contre la pauvreté et une aide juridique gratuite pour les plus démunis. Ainsi se résument les promesses faites par le nouveau président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani à l'occasion de la fête nationale du pays, la première célébrée depuis son investiture au mois d'août dernier. Dans un discours retransmis ce mercredi soir, à la veille du 59e anniversaire de l'indépendance du pays, le chef de l'État mauritanien, ancien chef d'état-major des armées, a déclaré qu'une nouvelle agence nationale chargée de gérer les programmes de lutte contre la pauvreté sera mise en place dans les tout prochains jours. Cette agence sera dotée d'un budget équivalent à quelques 500 millions d'euros sur 5 ans. Le président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a également annoncé que les plus démunis pourront bénéficier d'une assistance juridique gratuite prodiguée par des avocats rémunérés par l'État. La proportion des pauvres parmi les quelques 4 millions d'habitants de la Mauritanie a notablement baissé, passant de 44,5% de la population à 33% entre 2008 et 2014, selon la Banque mondiale. Mais la pauvreté persiste dans la capitale Nouakchott et certains groupes, comme les jeunes et les femmes, sont de plus en plus marginalisés. Des affrontements ont opposé mercredi à Bouira, dans le nord-est de l'Algérie, la police à des manifestants qui protestaient contre un meeting électoral de l'ex-premier ministre Ali Benflis. Celui-ci est candidat à la prochaine élection présidentielle dont la tenue est très contestée. Il y avait à l'intérieur de la salle où devait se tenir le meeting des jets de pierre et des tirs de gaz lacrymogène entre les manifestants et la police. C'était chaud, a raconté sous le couvert de l'anonymat un journaliste algérien suivant la campagne de Benflis et qui a été contraint de s'éloigner rapidement des lieux. Selon plusieurs journaux et sites d'information, plusieurs centaines de manifestants s'étaient, avant l'arrivée de Benflis, rassemblés devant la maison de la culture de Bouira à 90 km
être au sud-est d'Alger, où ils avaient prévu d'animer une réunion électorale. La tension était palpable depuis la matinée. Ça a dégénéré à Bouira, a rapporté le journal d'El Mouradia, un compte Twitter animé par un journaliste de Bouira faisant état de plusieurs blessés et de nombreuses arrestations. Le calme est revenu en fin d'après-midi. Ancien Premier ministre d'Abdelaziz Bouteflika entre 2000 et 2003, Ali Benflis a finalement pu tenir son meeting du jour selon une vidéo postée sur son compte Facebook intitulée Bouira accueille le candidat indépendant Benflis. Moi, je suis venu porteur de paix, a déclaré le candidat à la tribune devant la maigre assistance d'une petite salle de moins de 100 places à moitié vide. Ali Benflis se présente comme un opposant depuis 2003 et sa rupture avec Bouteflika, contraint à la démission en avril après 20 ans à la tête de l'État par un mouvement populaire de contestation inédit du régime au pouvoir en Algérie depuis l'indépendance en 1962. Mais ce mouvement le considère comme un pur produit du système au pouvoir et rejette l'ensemble des 5 candidats à un scrutin qu'ils estiment destinés à régénérer le régime en place. Au Togo, plusieurs centaines de manifestants sont descendus hier mercredi dans les rues de la capitale Lomé. Ils exigent davantage de transparence dans le processus électoral avant la présidentielle prévue début 2020 dans le pays. Voici les images. À l'appel du Front citoyen Togo Debout qui rassemble de nombreuses organisations de la société civile togolaise, plusieurs centaines de partisans de l'opposition ont manifesté à Lomé pour demander davantage de transparence dans le processus électoral avant la présidentielle prévue début 2020. Le Front demande également la proclamation des résultats par bureau de vote après le scrutin. Les manifestants ont sillonné les rues de Lomé scandant des slogans hostiles au pouvoir. Le 13 novembre dernier, plusieurs partisans d'opposition et des responsables de la société civile, dont les évêques du Togo, ont demandé la suspension du processus électoral et l'ouverture d'un dialogue avec le pouvoir pour permettre la recomposition de la Cour constitutionnelle, l'établissement d'un fichier électoral fiable et le réaménagement de la CENI. Les évêques ont toutefois critiqué l'opposition togolaise, l'invitant à se départir des luttes mesquines et intéressés à travailler avec professionnalisme et civisme sur les grands sujets. Le président Faure Gnassingbé, au pouvoir depuis 2005, après avoir succédé à son père, devrait être candidat à un 4e mandat, malgré de nombreux appels de l'opposition à la démission. Début mai, les députés togolais avaient voté une révision constitutionnelle qui permet non seulement au président Gnassingbé de se représenter en 2020 et en 2025, mais aussi de bénéficier d'une immunité à vie pour les actes posés pendant les mandats présidentiels. À noter que selon la Cour constitutionnelle, la présidentielle se tiendra au plus tôt le 19 février et au plus tard le 5 mars 2020 au Togo. Nouvelle victoire judiciaire de l'homme d'affaires béninois Sébastien Ajavon dans l'affaire de trafic international de drogue qui l'oppose à l'État béninois. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a rendu ce jeudi un arrêt relatif aux réparations sollicitées par le requérant. Dans son arrêt, la juridiction africaine condamne l'État béninois à verser à Sébastien Ajavon plus de 36 milliards de francs CFA. Les juges d'Arusha ont aussi ordonné à l'État béninois de procéder à la levée immédiate des saisies des comptes bancaires du requérant, ceux des membres de sa famille et de ses sociétés. La Cour a par ailleurs assorti de délais précis le paiement de certaines réparations à l'homme d'affaires béninois. Au Bénin, le gouvernement a ordonné à l'ambassadeur et chef de la délégation de l'Union européenne, Olivier Net, de quitter le territoire béninois. Il est accusé d'activités subversives et d'ingérence dans la crise politique que traverse le pays depuis plusieurs mois. Reportage. Les autorités béninoises ont donné jusqu'au 1er décembre prochain à Olivier Net, ressortissant allemand et chef de la délégation de l'Union européenne à Cotonou, pour quitter le Bénin, l'accusant d'activités subversives et d'ingérence dans la crise politique que traverse le pays depuis plusieurs mois. Selon une source diplomatique béninoise qui n'a pas souhaité donner plus de détails sur ce qui est exactement reproché aux diplomates, le gouvernement de Patrice Talon l'accuse de s'ingérer beaucoup trop dans les affaires intérieures et de ne pas respecter son devoir de réserve de diplomate. Si la délégation de l'Union européenne à Cotonou n'a souhaité faire aucun commentaire,
À Bruxelles, par contre, on se dit extrêmement surpris de cette décision des autorités béninoises, assurant ne pas connaître les raisons spécifiques de leur décision. Selon plusieurs sources diplomatiques européennes en poste à Cotonou, ce geste brutal, sans convocation préalable, comme le requièrent les usages diplomatiques en vigueur, pourrait entraîner un isolement supplémentaire du pays qui souffrait déjà d'une fermeture de la frontière du Nigeria voisin. Le Bénin, longtemps réputé pour être un modèle de démocratie en Afrique de l'Ouest, avait jusqu'à présent de bonnes relations avec l'Union européenne qui mène un programme de développement depuis 2014 dans le pays. Ils étaient nombreux, les Béninois, qui ont répondu à l'appel de Paris le 23 novembre dernier. Outre les exilés politiques et les Béninois de la diaspora, les forces de l'opposition y étaient aussi. Il était question de réfléchir aux voies de sortie de la crise politique que traverse le Bénin. Voici un extrait du communiqué final de la rencontre. Ensemble, tout devient possible. Et c'est justement ensemble, dans l'unité, la cohésion, la cohérence, la vérité, le désintéressement, le sacrifice, l'humilité et l'amour pour notre patrie que nous allons anéantir la dictature qui frappe notre cher pays, le Bénin. Ce qui nous guette, c'est la disparition complète de nos idéaux, de nos valeurs, nos principes, nos symboles, notre culture, symbolisée par le vivre ensemble, le socle de notre société, que sont la fraternité, la solidarité, l'unité nationale, la paix sociale, la cohésion sociale, la sécurité, la stabilité de notre pays. Ces valeurs qui offrèrent encore une certaine espérance. Désunis, c'est la mort assurée de tous et de chacun. Et maintenant, que devons-nous faire? Il est également temps d'être lucide, très lucide, sur le passé. Car aujourd'hui, nous savons que ni les partis politiques se réclamant de l'opposition, ni les organisations de la société civile, ni non plus les personnalités engagées dans la résistance ne peuvent gagner seules la bataille. Personne, je dis bien personne, ne pourra gagner seul. C'est ensemble, dans la sincérité, la solidarité, l'humilité, la discipline et la méthode, l'organisation et le don de soi que nous allons rendre à notre pays sa fierté et sa singularité dans le grand concert des nations. Si une résistance nationale forte, crédible, déterminée et farouche ne se structure pas pour faire face au pouvoir des dirigeants de passage, le pays ira inévitablement vers des lendemains qui déchantent des désespoirs inconsolables, des désespoirs mortifères. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.